Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nexus Horizon AI. Je suis Sarah, votre hôte, et aujourd'hui on s'attaque à un morceau absolument colossal. On ne parle pas juste d'une nouvelle fusée ou d'un satellite un peu plus performant, non, on parle de changer fondamentalement notre rapport à l'espace. On parle de construire un pont physique vers les étoiles. Et pour en discuter, j'ai avec moi Thomas, notre ingénieur aérospatial résident. Salut Thomas. Salut Sarah, ravi d'être là. Et tu as raison, le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment le saint graal de l'ingénierie spatiale. C'est le genre de projet qui fait passer les pyramides ou la Grande Muraille de Chine pour des châteaux de sable. On va parler de l'ascenseur spatial. L'ascenseur spatial, rien que le nom, ça sonne comme de la pure science-fiction. Ça me rappelle Fondation d'Asimov, ou même la Bible avec la tour de Babel. Mais Thomas, avant de parler de câbles et de nanotechnologie, est-ce qu'on peut revenir à la genèse? C'est qui le fou qui a eu cette idée en premier? Alors, c'est fascinant parce que ce n'est pas une idée récente. Le fou en question, c'est Konstantin Tsiolkovsky, un scientifique russe absolument brillant. On est en 1895. Tsiolkovsky est à Paris, il se balade et il lève les yeux vers la tour Eiffel, qui vient juste d'être construite. Pour l'époque, c'est une merveille, la structure la plus haute jamais bâtie par l'homme. Et là, il a une épiphanie. Il se dit, et si on continuait? Si on ne s'arrêtait pas à 300 mètres, mais qu'on montait jusqu'à l'orbite géostationnaire? Attends, il a imaginé ça en regardant la tour Eiffel? C'est dingue. Mais son idée, c'était quoi concrètement? Une tour en ferraille de 36 000 km de haut? En gros, oui, c'était son château céleste. Bon, à l'époque, il imaginait une tour en compression, c'est-à-dire un bâtiment posé au sol qui monte, comme un gratte-ciel infini. Physiquement, c'est impossible, le truc s'effondrerait sous son propre poids bien avant d'atteindre l'espace. Mais le concept était né. L'idée de base, c'est de remplacer la violence des fusées par la douceur d'un train vertical. C'est ça qui fait rêver. Imagine un peu l'expérience utilisateur. Aujourd'hui, pour aller dans l'espace, il faut s'entraîner pendant des années, s'asseoir sur des tonnes d'explosifs, encaisser des jets phénoménaux et prier pour que ça n'explose pas. Avec un ascenseur, ce serait quoi? Comme prendre le TGV? Exactement. Imagine la scène. Tu arrives à une gare, disons sur une plateforme flottante au milieu de l'océan Pacifique, pile sur l'équateur. Tu entres dans une cabine spacieuse, confortable. Pas de scaphandre, juste tes vêtements normaux. Les portes se ferment et l'ascension commence. Au début, tu vois l'océan, les nuages. Puis le ciel commence à changer. Le bleu devient de plus en plus profond, vire au violet, puis au noir d'encre. Tu vois la courbure de la Terre se dessiner lentement. Pas de secousses, pas de bruit non moteur assourdissant. Juste le silence et la vue la plus spectaculaire de l'univers. Tu pourrais boire un café en regardant la Terre devenir une bille bleue. C'est incroyablement poétique. Et surtout, ça démocratiserait l'accès à l'espace. On ne parle plus de 50 millions de dollars le billet. Ah non, là on parle du prix d'un billet d'avion long courrier. Peut-être 500 ou 1000 € le kilo de charge utile, contre 20 000 ou 50 000 avec des fusées actuelles. Ça ouvrirait la porte à l'industrialisation de l'espace, au tourisme de masse, à l'énergie solaire spatiale. C'est une révolution industrielle, Sarah. D'accord, je suis vendue sur le rêve. Je veux mon ticket. Mais maintenant, Thomas, il va falloir faire le rabat-joie. Pourquoi on ne l'a pas encore fait? Tu as dit que la tour de Tsiolkovsky s'effondrerait. Donc, comment on fait tenir un truc pareil? Le secret, c'est de changer de paradigme. On ne construit pas une tour qui pousse vers le haut, on construit un câble qui est tiré vers le haut. C'est de la physique newtonienne pure. Imagine une fronde. Tu as une pierre au bout d'une ficelle et tu la fais tourner très vite autour de ta tête. La ficelle reste tendue grâce à la force centrifuge, n'est-ce pas? Oui, logique. La pierre tire sur la corde. Voilà. L'ascenseur spatial, c'est la même chose. La Terre tourne sur elle-même. Si tu as un câble assez long, avec un contrepoids tout au bout, la force centrifuge de la rotation de la Terre va tirer ce câble vers l'extérieur, le gardant parfaitement tendu. On parle d'un câble de 100 000 km de long. Pour te donner une idée, c'est plus de 2 fois le tour de la Terre ou le quart de la distance Terre-Lune. 100 000 km. Le chiffre est absurde. Mais du coup, le câble doit supporter une tension inimaginable. C'est là que ça coince, j'imagine. On n'a pas de corde assez solide. C'est le cœur du problème. C'est le défi matériel ultime. En ingénierie, on utilise une mesure qui s'appelle la longueur de rupture. C'est la longueur maximale qu'un matériau peut avoir avant de casser sous son propre poids s'il pendait dans le vide. Pour l'acier, c'est environ 50 km. Ah oui, on est loin des 36 000 km nécessaires pour atteindre l'orbite géostationnaire. Et encore plus loin des 100 000 du contrepoids. C'est ridicule, oui. L'acier casserait instantanément. Même le Kevlar ou la toile d'araignée, qui sont super résistants, ne suffisent pas. Pendant longtemps, c'était game over. C'était physiquement impossible. Et puis, dans les années 90, on a découvert le carbone sous une nouvelle forme, les nanotubes de carbone. Les fameux nanotubes. On en entend parler pour tout. Des batteries aux raquettes de tennis. C'est quoi exactement? Imagine une feuille de grillage à poules, où chaque intersection est un atome de carbone. C'est ce qu'on appelle du graphène. Maintenant, tu roules cette feuille pour en faire un tube microscopique. Les liens entre les atomes de carbone sont les plus forts de l'univers connu. Théoriquement, un fil de nanotube de carbone de l'épaisseur d'un fil à coudre pourrait soulever une voiture. Waouh! Donc on a le matériau. On peut le construire, cet ascenseur. En théorie, oui.
Les calculs disent que les nanotubes de carbone ont une résistance à la traction suffisante pour supporter les contraintes de l'ascenseur spatial. Mais il y a un mais gros comme une maison. Sarah, tu sais quelle est la longueur maximale de nanotubes de carbone parfait qu'on sait produire en laboratoire aujourd'hui? Aucune idée? Quelques mètres? Si seulement. On parle de quelques centimètres, peut-être 50 centimètres dans les meilleurs jours, et encore avec des défauts. Pour l'ascenseur, il nous faut un ruban continu, sans défaut atomique, sur 100 000 km. On doit passer de l'échelle nanométrique à l'échelle mégastructurelle. C'est comme si on savait fabriquer une brique parfaite, mais qu'on ne savait pas comment empiler 2 briques pour faire un mur, et qu'on devait construire la Grande Muraille. C'est frustrant. On a la recette, mais on n'a pas les ustensiles pour cuisiner le plat. Et j'imagine que ce n'est pas le seul problème. Même si on arrive à tisser ce ruban magique, le faire pendre depuis l'espace jusqu'à la Terre, ça me semble risqué. Que se passe-t-il si ça casse? Ah, là on entre dans le scénario catastrophe hollywoodien. C'est la section risque de notre dossier et elle est épaisse. Si le câble casse, tout dépend d'où il casse. Si c'est près du contrepoids, tout va bien, le câble retombe et brûle dans l'atmosphère. Mais si ça casse près de la Terre... Laisse-moi deviner. On se prend 30 000 km de câble sur la tête? C'est pire que ça, c'est l'effet fouet. Imagine un fouet de plusieurs milliers de tonnes qui claque à une vitesse supersonique. Si le câble se rompt, la partie haute serait éjectée dans l'espace par la force centrifuge, mais la partie basse retomberait. Elle pourrait s'enrouler autour de la planète, détruisant tout sur son passage le long de l'équateur. Des villes, des infrastructures. Ce serait un désastre global. Sympa l'ambiance. Donc on construit une épée de Damoclès géante au-dessus de nos têtes? Et j'imagine que ce câble serait une cible parfaite pour, je ne sais pas, des terroristes, ou même juste des débris spatiaux? C'est le cauchemar logistique. L'orbite basse de la Terre est une poubelle. Il y a des millions de débris, des vieux satellites, des boulons, des éclats de peinture qui filent à 28 000 km/h. Le câble traverserait toutes ces zones. Il se ferait percuter permanemment. Donc il faudrait le blinder, mais ça l'alourdirait. Exactement. Ou alors, il faut le rendre mobile. On imagine des propulseurs le long du câble pour le faire onduler et esquiver les gros débris, comme une corde à sauter géante. Mais pour les terroristes, c'est autre chose. Une coupure à la base serait catastrophique. C'est pour ça que la plupart des projets situent la base d'ancrage sur une plateforme mobile en haute mer, loin de tout, dans les eaux internationales, ultra sécurisées. Ça fait beaucoup de si et de dangers potentiels. Entre les matériaux qu'on ne sait pas produire et les risques d'apocalypse en cas de rupture, est-ce qu'on ne ferait pas mieux de les étomer? Est-ce qu'il y a des alternatives un peu moins mégalomanes? Il y a des alternatives, et elles sont passionnantes. Si la Terre est trop grosse et sa gravité trop forte pour nos matériaux actuels, pourquoi ne pas commencer ailleurs? La Lune, par exemple. Un ascenseur lunaire? Oui, la gravité lunaire est 6 fois moindre que celle de la Terre. Et surtout, il n'y a pas d'atmosphère, donc pas de vent, pas de tempête. Avec des matériaux qu'on possède déjà aujourd'hui, comme le Zilon ou le Kevlar haut de gamme, on pourrait construire un ascenseur spatial sur la Lune dès maintenant. Sérieusement? On pourrait le faire aujourd'hui? Techniquement, oui. Le câble s'étendrait de la surface de la Lune jusqu'à un point de Lagrange, un point d'équilibre gravitationnel entre la Terre et la Lune. Ça permettrait de transporter des ressources lunaires vers l'orbite pour un coût dérisoire. Ce serait la station-service du système solaire. Ça semble beaucoup plus pragmatique comme première étape. Il y a aussi le concept du skyhook, le crochet céleste. Imagine un câble en orbite qui tourne sur lui-même comme une hélice. Une extrémité plonge dans l'atmosphère, attrape un avion hypersonique ou une capsule, et la rotation du câble la propulse vers l'espace. Pas besoin d'un câble fixe de 36 000 km. C'est dynamique, c'est plus court, c'est faisable avec des matériaux actuels. C'est fascinant. On dirait qu'on est à la croisée des chemins. D'un côté, on a les fusées de SpaceX qui deviennent réutilisables et moins chères, et de l'autre, ces projets de mégastructures qui semblent sortir d'un rêve lointain. Thomas, pour conclure, ta conviction d'ingénieur, est-ce qu'on verra un ascenseur spatial de notre vivant? De notre vivant, c'est optimiste pour un ascenseur terrestre complet. Le saut technologique pour la production massive des nanotubes est encore trop grand. Par contre, je suis prêt à parier qu'on verra des prototypes, peut-être un ascenseur lunaire, ou des structures partielles avant la fin du siècle. L'enjeu est trop grand pour être ignoré. Si on réussit à construire ça, Sarah, on ne sera plus une civilisation clouée au sol qui regarde les étoiles. On deviendra une véritable espèce spatiale. C'est le pont définitif. Une fois qu'il est là, l'univers est ouvert. C'est une perspective vertigineuse. Passer de l'Homo sapiens terrestre à l'Homo sapiens galactique, grâce à un fil de carbone. Merci beaucoup Thomas pour ce voyage. C'était passionnant, comme toujours. Merci à toi, Sarah. C'était un plaisir. Et vous, chers auditeurs, qu'en pensez-vous? Êtes-vous prêts à monter dans l'ascenseur? Ou préférez-vous rester sur le plancher des vaches? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. C'était Nexus Horizon AI. On se retrouve très vite pour explorer un autre futur possible. À la prochaine!